supplémentaires. Donc si c'est possible de nous les amener autour de la scène. Voilà. Allez, dans quelques instants, eh bien, démarrage. Je vous rappelle que le hashtag eh bien, de cette journée, c'est très simple. C'est SITL ou SITL Europe. Soyons fous. Vos commentaires, vos réactions, vous les envoyez ici même et puis on a un œil sur vos tweets et pourquoi pas des réactions. Dans quelques minutes, témoignage de nos invités et à la fin, une session d'échange. On est contraint dans le temps, mais on pourra essayer eh bien, de vous laisser la parole, vos remarques, vos souhaits. C'est avec nos deux invités dans quelques secondes. À tout de suite. On y va ? Et de l'eau me signale. Alors effectivement, si on peut en régie également, eh bien prévoir à abreuver. Hein, si dans les bouteilles d'eau sont au pied. Voilà, donc on peut les remonter ou pas selon les. Allez, on est prêts, mesdames et messieurs. Eh ben dans ce cas-là, puisqu'on est prêts, je vous demande de réserver un accueil chaleureux à notre grand Manitou, notre organisateur en chef, mesdames et messieurs, le président de la SITL, Alain Bagnot. Merci. Bien, merci d'être venus aussi nombreux à cette séance qui est effectivement exceptionnelle par la quantité, mais surtout la qualité de nos intervenants. Et je voudrais remercier vraiment Monsieur Ronan Bollet, président d'Amazon France Logistique, et puis également Franck Journeau qui a permis l'organisation de ce débat. Je crois qu'on n'entend pas beaucoup parler Amazon d'une façon générale et je le remercie, Monsieur Bollet, vraiment pour s'être déplacé sur la SITL. La SITL, c'est vraiment aujourd'hui le lieu de présentation de toutes les innovations en matière transport et logistique. Alors, au-delà de l'activité d'Amazon, j'espère que nous parlerons aussi de l'innovation logistique chez Amazon parce que ce sont des précurseurs et des grands développeurs et dans tous les domaines équipements, techniques, systèmes d'information. Je crois que ça intéresse toute notre assemblée ici réunie. Voilà, je vous propose... On leur propose, Alain ? Nous leur proposons. Allez, on vous propose. En logistique, on dit toujours « timing is everything ». Je vous demande vraiment de réserver un accueil super chaleureux à nos deux intervenants, mesdames et messieurs. Franck Journeau, fondateur de Néo26 et Ronan Bollet, président d'Amazon France Logistique. Allez, venez donc en musique, non ? Allez, Ronan, allez, venez vite. Un micro. Allez, venez vous installer, puis je vais tout de suite poser la première question. Pas trop de trac, là, parce que c'est quand même impressionnant, à la fois eh bien, avec l'intervenant, le fait d'avoir préparé, et puis un public qui a répondu nombreux. Alors, j'ai jamais vu autant de monde à une conférence. C'est vous que je remercie en premier. Sincèrement, vous êtes partout, vous êtes sur les stands. Merci encore. Pas trop le trac, non ? C'est un des plus beaux jours de ma vie, donc je ne vais pas avoir le trac, non. Eh ben, il faut en profiter. Allez, Franck, allez, c'est parti. Ça marche. Le micro, la scène, tout le monde, tout est à vous. Je vous rends le micro. Ce micro, il va vous servir après parce qu'on va, au-delà de 13 heures, on a un peu de temps. Vous allez pouvoir nous poser des questions. Voilà. Donc moi, j'ai envie d'avoir ici des passionnés de logistique. On est au SITL. Est-ce qu'il y a des passionnés de logistique parmi vous ? C'est eux qui vont commencer par applaudir. S'il y a des passionnés du transport et des services, je vais vous demander d'accueillir Ronan Bollet, président Amazon France Logistique, qui a besoin de vos encouragements. Merci. Alors, on va tester les micros un peu nouveau modèle. Donc, juste techniquement parlant, est-ce que vous m'entendez ? Et ensuite, monsieur Ronan Bollet, il va falloir s'approcher pour parler, un peu plus que sur le micro. J'ai l'impression d'être chez Jean-Jacques Bourdin. Ouais. Et je me dis que je ne vais pas forcément passer une heure facile. Bonjour, monsieur Bollet. Bonjour. Merci pour votre participation à cette manifestation et notre échange à ce face-à-face. Amazon fascine, Amazon dérange, que l'on vous aime ou pas, qu'on vous critique dans tous les cas, vous ne laissez personne indifférent. Vous êtes un mastodonte, d'autres vous qualifient de machine de guerre, lorsque vous affrontez vos concurrents, qu'ils soient pure players ou géants de la distribution. Géant pourquoi ? En termes de chiffres, c'est impressionnant. Quand j'ai fait ma recherche, en termes de valeur boursière, vous êtes le premier commerçant mondial avec 541 milliards de dollars aujourd'hui à la bourse et vous préservez l'agilité d'une start-up. Voilà pourquoi vous énervez aujourd'hui.
Personne ne peut prétendre aujourd'hui ne pas avoir entendu parler d'Amazon. En 20 ans, vous êtes le numéro 1 mondial du commerce et vous alignez des chiffres extravagants. 310 millions de clients actifs dans le monde, 566 000 collaborateurs. Et pour la France, pour Amazon.fr, 250 millions de références disponibles sur le site quand un hyper en a entre 80 et 100 000. Alors, pour l'anecdote, parce que j'ai fait un peu de recherche, est-ce que vous connaissez l'origine du nom Amazon? On a dû m'expliquer ça effectivement à mes tout débuts chez Amazon, mais vous allez me Alors, rafraîchir je la vais vous en mémoire. parler. Votre nom, c'est Jeff Bezos, qui l'a créé, bien sûr, et il avait souhaité que son entreprise porte un nom qui commence par un A, tout simplement, pour être mieux référencé. À l'époque, je pense qu'il croyait très fort dans les pages jaunes, un peu comme les plombiers, vous savez, AAA, plomberie générale, histoire de sortir en premier. Et puis, par la suite, il est tombé il a tourné les pages du dictionnaire, il est tombé sur Amazon, qui est le plus grand fleuve du monde, parce que tout ça pour recroiser avec son ambition et faire qu'Amazon soit la plus grande entreprise du monde. Voilà, c'est ça l'origine. Moi, je ne vous cache pas, j'ai été un peu déçu. J'ai été un peu déçu par cette anecdote parce que j'ai toujours pensé que votre nom, à l'origine, était inspiré des fameuses Amazones. Vous savez, ces femmes guerrières inspirées de la mythologie grecque, affeublées d'un arc et de flèches, qui à cheval partaient conquérir les territoires ennemis. Je pense que vous voyez ce à quoi je fais allusion, car entre l'entreprise Amazon et les Amazones, vous avez quand même quelques points de ressemblance. Vous avez toujours préservé cet esprit de conquête, ce goût pour la victoire. Et cette flèche qui va du A jusqu'au Z en forme de sourire guidant votre logo, vous l'avez conservée. En revanche, vous avez juste remplacé l'arc par l'artillerie lourde, le cheval, par tous les autres moyens de transport existants, l'avion, le bateau, le vélo, la voiture, le camion, etc. Si certains vous voient comme étant seul, aujourd'hui Amazon, je dirais plutôt que vous êtes unique. Et c'est ce qui fait votre différence. Ronan Bollet, vous nous faites l'honneur de votre présence aujourd'hui. Pour une raison très particulière, c'est que vous communiquez peu. Et comme la nature ne supporte pas le vide, eh bien d'autres le font à votre place, et en général, ils le font mal. Alors profitons de cet instant d'échange pour apporter de la lumière, pour nous éclairer sur vous, Ronan Bollet, sur votre entreprise, Amazon, numéro 1 mondial du e-commerce. Voilà pourquoi le contrat que je vous propose, et j'aimerais que vous l'acceptiez, c'est de nous parler avec votre propre voix, avec votre cœur et avec votre âme, c'est-à-dire votre vérité. Et avant de vous laisser vous présenter, et pour la salle aussi, pendant plus d'1 heure, je vous présente les thèmes que nous allons aborder, et sachant que nous sommes au CITL, le thème central, c'est naturellement l'organisation logistique d'Amazon en France, et la France comme territoire stratégique, parce que je crois que c'est un choix particulièrement réfléchi, et j'aimerais qu'on vous entende là-dessus. Naturellement, lorsqu'on parle d'Amazon, on ne peut pas oublier, et je l'ai rappelé, on ne peut pas ne pas penser au rôle que vous avez en tant qu'employeur, et je pense que c'est un sujet qui vous tient énormément à cœur, et j'aimerais aussi vous entendre là-dessus. Et de la même façon, lorsqu'on parle d'Amazon, c'est automatiquement couplé avec un mot qui revient dans les yeux, dans les oreilles de tout le monde, c'est le mot innovation. Et on va en parler. Enfin, et ça c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce que vous avez créé un vrai raz-de-marée et vraiment beaucoup de choses très 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 innovantes, c'est la place de la livraison dans votre offre, le transport, votre stratégie, et jusqu'où allez-vous aller? Ça, c'est pour le plan de notre entretien aujourd'hui. Seulement, et parce que j'ai envie de faire toute la lumière sur tout ce qu'on raconte sur Amazon, je n'oublierai pas de vous questionner sur 2 choses. Le premier, c'est l'aspect fiscalité, et notamment le paiement de vos impôts en France, très court, et les conditions de travail en entrepôt. 2 sujets qui font couler beaucoup d'encre, et j'aimerais qu'on vous écoute là-dessus. Ronan Bollet, c'est à vous. Je vous laisse vous présenter enfin. Très bien. D'abord, merci beaucoup. Merci Franck d'avoir organisé cet événement. Merci à SITL de pouvoir nous accueillir aujourd'hui et merci à vous. Vous êtes très 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 nombreux. Je vous assure, d'ici, c'est un petit peu impressionnant. Alors, je vais essayer de répondre effectivement à l'ensemble des interrogations que Franck vous avez mises sur la table.
Vous m'avez demandé de me présenter, je vais être très très succinct. J'ai rejoint Amazon il y a 4 ans et demi en directeur de site, à l'époque le plus grand site de France qui depuis a été supplanté par un autre, mais c'était le site de Douai, donc j'ai fait 2 ans en tant que directeur de site et puis je suis devenu président d'Amazon France Logistique et directeur des opérations France depuis maintenant 2 ans. Alors, c'est quoi les opérations chez Amazon? Vous avez effectivement cette première partie d'Amazon où nos clients vont passer des commandes, donc ce qu'on appelle généralement la partie retail. C'est là où vous trouvez la partie web, où vous allez effectivement passer vos commandes. Et à partir du moment où vous avez passé votre commande, on rentre dans le monde des opérations et les opérations vont se charger de votre commande jusqu'à la livraison à votre domicile avec donc cette organisation de ce qu'on appelle les fulfillment centers, des centres de distribution. J'y reviendrai. Et puis maintenant également la livraison du dernier kilomètre. Et puis un petit clin d'œil, puisque je voyais juste dans le coin, on voit l'école Cage. Alors je suis obligé de faire un petit clin d'œil puisque je suis effectivement de formation ingénieur, mais j'ai fait un MBA chez Cage, alors je leur fais un petit clin d'œil. Et j'ai passé, et ça me tient à cœur également, auparavant 17 ans dans l'automobile. D'accord, ok. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce qu'est Amazon en chiffres notamment et en activité? Parce qu'on connaît Amazon, le e-commerçant, mais je sais que vous avez de multiples activités. Alors, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Alors, Amazon, effectivement, c'est une entreprise très jeune, 20 ans d'existence. Jeff Bezos qui a commencé avec une boutique en ligne dans son garage il y a 20 ans à Seattle. Et aujourd'hui, Amazon est devenue une entreprise internationale avec 175 centres de distribution. Vous l'avez dit tout à l'heure, plus de 560 000 collaborateurs. Que vous appelez d'ailleurs Associates, on va y revenir tout à l'heure. On reviendra là-dessus si vous voulez. Et puis en Europe, 65 000 collaborateurs. Et quand on parle de collaborateurs, c'est vraiment des contrats long terme. On en a ajouté 15 000 en 2017 en Europe, 10 000 en 2016. Et puis pour parler de la France, c'est 5 500 CDI en France. Nous en avons créé 1 500 l'année dernière. Nous avons annoncé la création de 2 000 nouveaux CDI cette année. Vous avez parlé de notre offre avec 250 millions de références qui sont réparties pour une grande partie sur nos 5 centres de distribution en France et qui nous permettent aussi de mettre sur la place de marché Amazon 10 000 TPE et PME françaises. Voilà, c'est l'offre Amazon Monde, Europe et France. D'accord, donc 250 millions de références quand je vais sur Amazon.fr. C'est un mix entre les produits d'Amazon en tant que commerçant et aussi les produits de vos clients en tant que marketplace, c'est ça? Voilà, pour à peu près moitié-moitié. Aujourd'hui, c'est moitié-moitié? À peu près, oui. D'accord. Comment progresse l'un par rapport à l'autre? Est-ce que la marketplace va dépasser, vous pensez, le marchand? C'est possible. On encourage vraiment à avoir, on en parlera tout à l'heure quand on regardera un petit peu ce modèle Amazon, mais on encourage effectivement d'avoir une sélection toujours plus importante. Et effectivement, le fait que nos TPE, PME locales puissent utiliser le modèle FBA, Fulfilled by Amazon, nous permet effectivement d'étendre encore cette sélection. D'accord. D'autres activités nouvelles, des innovations, un scoop ou pas? Alors des scoops, j'en ai un mini si vous voulez, ou quelque chose qui a déjà été annoncé dans la presse dernièrement. Effectivement, l'ouverture de notre prochain site à Brétigny-sur-Orge, qui sera pour la première fois en France un site robotics avec le fameux, peut-être on en parlera aussi tout à l'heure, le fameux good to man, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller effectivement stocker les articles sur une grande surface de stockage et d'aller prélever ces articles lorsqu'une commande tombe, cette fois-ci c'est l'article qui vient directement à notre associate qui va préparer la commande pour le client final. D'accord, donc ça veut dire moins de déplacement, moins de pénibilité? Moins de déplacement, moins de pénibilité, et puis aussi une surface de stockage finalement mieux utilisée, et donc une sélection encore plus importante, ce qui nous permet d'avoir les produits en stock et de pouvoir répondre très rapidement aux demandes clients et de pouvoir livrer à H+, ou à J+. On va revenir tout à l'heure. Alors, on va parler de la France, si vous êtes d'accord. La France semble être pour vous un pays d'Europe privilégié. Hein, c'est ce que j'ai vu quand j'ai découvert votre organisation. C'est bizarre. Pour une entreprise mondiale, choisir la France comme territoire préféré peut paraître surprenant. Pourquoi? Parce que c'est compliqué la France. Ce sont des coûts immobiliers, le poids des charges sociales,
une administration peut-être lourde, et pourtant vous semblez persister. Alors, pourquoi la France est-elle un territoire stratégique pour Amazon aujourd'hui ? Alors la France, elle est stratégique et nous avons beaucoup de professionnels de la logistique dans la salle. Évidemment, elle est stratégique puisqu'elle est au cœur de l'Europe. Quand vous regardez l'Europe au sens Amazon, vous avez une quinzaine de centres de distribution en Angleterre, une quinzaine de centres de distribution en Allemagne, vous avez également des centres de distribution en Italie, en Espagne, et finalement, vous vous retrouvez avec cette France qui se trouve exactement au cœur de cette Europe. Alors, si vous voulez, je le détaille un petit peu. Oui, on va revenir. Justement, alors, voilà une carte qui représente vos implémentations aujourd'hui. D'un point de vue logistique, comment êtes-vous organisé? Où situent vos entrepôts? Quelle est votre stratégie d'implémentation? Parce que là, on voit des choses avec un maillage. Est-ce que vous avez des sites qui sont spécialisés? Est-ce que vous avez une stratégie de transport liée aussi à la structuration immobilière? Voilà, je vais vous poser plein de questions par rapport à ça. C'est très important aujourd'hui. Alors effectivement, vous m'entendez bien? Alors effectivement, vous voyez une carte de France avec nos sites Amazon, une carte avec un code couleur que vous aurez certainement du mal à lire, mais je vais essayer de vous détailler tout ça. Alors, la chaîne démarre vraiment, la chaîne logistique Amazon démarre vraiment au centre de distribution. C'est ce que vous voyez en orange. Donc vous voyez les sites je vais démarrer par le nord, donc les sites de Douai près de Lille. Le dernier site né en septembre de l'année dernière, le site de Beauvais près d'Amiens, qui est le plus grand site aujourd'hui, 107 000 m² au sol. Et puis vous continuez avec le site de Saran près d'Orléans, toujours en orange, qui est le centre historique Amazon, puisque c'est le premier site que nous avons ouvert il y a maintenant 10 ans. On a fêté le 10e anniversaire l'année dernière. Un gros site également qui a vraiment été à la base du développement des centres de distribution en France. Vous avez ensuite le centre de Sevray, donc Chalon-sur-Saône, qui est aujourd'hui un site spécialisé en shoes and apparel, donc les chaussures et les vêtements, et qui se propose de livrer l'ensemble des clients sur la partie sud-Europe, donc c'est-à-dire Italie, Espagne et la France. Et puis on descend sur le dernier centre de distribution, le centre de Montélimar, qui est également spécialisé dans des articles de petite taille. En fait, quand vous prenez l'ensemble de ces centres de distribution, on est en train de parler aujourd'hui de 500 000 m² de surface de stockage en développé. Et nous allons rajouter donc ce 6e centre de Brétigny-sur-Orge, donc juste en dessous de Paris, centre Robotics, qui aura également un petit peu moins de 150 000 m² de surface au sol. Et puis très récemment, nous avons rajouté donc ce que vous voyez maintenant en bleu et en violet, donc cette logistique du dernier kilomètre avec en violet en bleu deux centres de tri régionaux qui se trouvent donc dans la région de Lille et également dans la région d'Orléans. Et puis maintenant nos agences de livraison dernier kilomètre, vous en voyez quelques-unes autour de Paris et pas de scoop ici, on est vraiment près des grandes métropoles avec donc Paris, Lille, Marseille, Toulouse, Strasbourg et le dernier né ou la dernière née de ces agences de livraison, l'agence de Lyon. D'accord, ce ne sont pas les agences ne sont pas des sites logistiques sur lesquels on prépare des commandes, mais sur lesquels on va recevoir des commandes qui sont préparées dans les centres logistiques d'Amazon et qui ont une vocation à être distribuées. Absolument. D'accord. Absolument. Alors, et pourquoi cette organisation? Alors, comment vous avez déterminé vos sites, leur emplacement? Bon, j'imagine que c'est extrêmement bien calculé et évidemment en lien avec votre croissance. Est-ce que les sites sont spécialisés par type de produit aujourd'hui? Alors effectivement, depuis l'année dernière, nous avons atteint une certaine taille critique de nos sites. On peut maintenant spécialiser nos sites avec un site qui est spécialisé dans l'article de grande taille, donc le site de Beauvais, le dernier né. Grande taille, c'est quoi? Parce que... Alors grande taille, c'est quand, alors très techniquement, c'est Ouais. quand vous avez une arête sur un article qui dépasse 44,5 cm. Voilà, ok. pour les puristes. Voilà, ça, ce sont des articles de grande taille. C'est pas la serre de jardin, quoi. C'est ça que je veux dire. Non, c'est pas de la serre de jardin, encore qu'on fait que parfois des canoës-kayak, mais voilà. Donc voilà les articles de grande taille. Et donc c'est le site de Beauvais, près d'Amiens, qui est spécialisé pour ce genre de livraison. Trois sites qui sont spécialisés dans les articles les plus communs. Donc le site de Douai, le site de Saran, près d'Orléans, et le site de Montélimar. Et puis un site, je le disais tout à l'heure, spécialisé maintenant depuis 2 ans en shoes and apparel, le site de Sevray, Chalon
Chalon-sur-Saône, donc qui livre vêtements et chaussures sur l'ensemble de l'Europe du Sud. D'accord, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si je passe une commande sur le site d'Amazon et que je commande une grande paire de bottes, par exemple, et une clé USB, je vais recevoir 2 colis, ou alors vous allez regrouper ces colis sur un site? Expliquez-moi. Alors c'est une très bonne question, et ce qui me permet de vous dire que effectivement nous avons 5 centres et bientôt 6 centres de distribution en France, mais nous faisons partie également d'un réseau de 47 sites en Europe, et l'ensemble de ces sites détiennent la sélection Amazon que vous pouvez acheter dans n'importe quel pays, et notamment en France. Et comme vous le dites tout à l'heure, nous faisons ce que nous appelons des transships, c'est-à-dire que nous échangeons des articles pour que nous puissions livrer le client avec un seul colis, et de regrouper ces articles dans un seul colis. Le regroupement de colis est prioritaire chez vous, ou c'est accessoire, c'est quelque chose d'important en termes de, comment dire ça, de parcours client? Non, c'est toujours important, et évidemment on essaye toujours de rendre la vie du client la plus simple possible. Vraiment démarrer avec le client et répondre exactement aux attentes clients, c'est vraiment l'ADN Amazon. Et tout ce qui va servir à simplifier la demande client, c'est quelque chose qui nous intéresse. D'accord, parce que 500 000 mètres carrés, alors sur des entrepôts traditionnels, ça peut paraître grand. Sur des entrepôts e-logistiques, c'est astronomique. On fait beaucoup de choses avec 20 000 mètres carrés en logistique du e-commerce. Avec 50 000, on en fait énormément, mais avec 500 000 mètres carrés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez beaucoup de commandes. Vous pouvez nous donner un chiffre sur le nombre de commandes ou pas? Par jour, par exemple? Alors, sur le nombre de commandes, on peut citer le Peak Day de l'année dernière, où en une journée, nous avons reçu 2 millions de commandes. Et nous avons livré naturellement. On ne va pas vérifier, mais on va dire que ça a été préparé et livré dans la journée. Mais effectivement, c'est le pic d'activité de la journée pic de l'année dernière. L'année d'avant, nous étions à 1,6 million d'articles en une seule journée. Donc voilà une progression constante du nombre d'articles commandés. Expédiés. En revanche, le nombre de commandes jour, ça, je ne l'aurais pas. Pour avoir un ordre d'idée. Ça, c'est le nombre de commandes en une journée. Oui, 2 millions, c'est le record. Le nombre d'articles, c'est le nombre d'articles, mais ça ne me dit pas le nombre de colis ni le nombre de commandes. Est-ce que non, alors c'est un chiffre sur lequel vous ne communiquez pas, c'est pour ça que c'est très difficile. Alors, peut-être on communique un petit peu moins là-dessus parce que c'est très difficile finalement d'avoir une vérité. On a des périodes, des saisonnalités qui font que chaque journée est très différente, et le lundi est lui-même très différent du vendredi. Retenons qu'il y a un rapport à peu près 2 entre une journée normale et une journée de pic d'activité. D'accord. Et le nombre d'articles par commande aujourd'hui? Love Prime, j'imagine, a développé très fortement la commande mono, ce qu'on appelle la commande mono, c'est-à-dire avec un seul article, sachant qu'on commande d'une certaine manière, enfin, tout est fait pour commander à volonté. Est-ce que vous avez ressenti un impact depuis l'arrivée de l'abonnement, l'offre Prime, on va en parler juste après, sur le nombre de colis par commande? Et comment vous assurez justement par rapport à ça? Alors, l'impact de Prime, je ne pourrais pas forcément vous le donner, mais comme j'ai bien senti que vous vouliez des chiffres, on est à peu près un petit peu en dessous de 2 en moyenne d'articles par colis. D'accord, quel que soit on connaît votre typologie d'articles, on est plutôt sur des articles de petite taille, à forte rotation. Quand un colis rentre chez Amazon, quand une commande arrive chez Amazon, elle ressort quand de l'entrepôt? Alors, quelle est l'heure de cut-off exactement? Et si vous l'aviez par site, ça serait super. Environ. Même si le client ne le voit pas, mais je sais que vous êtes très très accroché par rapport à cette qualité de service. Alors ça dépend des articles, ça dépend des sites. Nous avons des articles que nous appelons fast as-in, sur lesquels nous avons des process logistiques qui sont un petit peu différents, des articles un peu plus lents dans le process. Mais pour chaque article, on s'assure que quand la commande tombe, cet article soit prêt à partir sur un quai au maximum 2 heures plus tard. Donc 2 heures plus tard, elle est sortie, triée, vérifiée, contrôlée, emballée, remise aux transporteurs. Prête à partir sur un quai. D'accord, ok. Les transporteurs passent jusqu'à quelle heure chez vous justement? Alors ça dépend de l'année, ça dépend de la période de l'année, pardon. Oui. En pic d'activité, c'est-à-dire sur la période novembre-décembre, on travaille là sur 3 équipes, pratiquement 24 heures sur 24, et on travaille également le week-end. Le reste de l'année, on travaille sans équipe de nuit, donc on termine le soir aux alentours de 21h. Donc hors pic d'activité, on va parler de derniers camions qui partent vers 21h. En pic d'activité, on peut aller jusqu'à 23h, 1h, 2h, 3h du matin. Et 2h, 3h du matin, vous ne connectez pas
pas sur les réseaux traditionnels? Vous faites comment du coup? Alors ça dépend. On a aussi beaucoup de camions à gérer et ça dépend un petit peu des solutions. Je prends l'exemple du site de Douai qui va expédier vers les clients 200 camions en une seule journée. Donc ça dépend un petit peu de là où se trouvent les clients et on a ce qu'on appelle une ship méthode finalement qui est adaptée à chaque région et à chaque localisation du client final. D'accord, tous les sites ont environ les mêmes objectifs. C'est un colis rentre, une commande arrive et elle doit être préparée et quitter l'entrepôt, en tout cas rejoindre au moins le réseau du transporteur sous 2 heures. Ça, c'est partout pareil, effectivement. Ça, c'est partout pareil, d'accord. Beaucoup d'investissements. Vous allez continuer combien de temps comme ça? Bretigny arrive. Bretigny, c'est un mastodonte, c'est le dernier, le plus in. Beaucoup de robotique, un investissement, j'imagine, plus cher parce qu'en région parisienne. Pourquoi se rapprocher de Paris quand on est Amazon alors que sur la carte, on voit qu'il y a encore des zones franches? Alors vous avez parlé de beaucoup d'investissements. Effectivement, on a investi 2 milliards d'euros dans l'économie française depuis 2010, donc sur ces quelques dernières années. Un gros investissement également sur le site de Bretigny-sur-Orge avec cette arrivée de Robotics, on en parlera si vous voulez. Ouais. Et puis cette localisation encore au sud de Paris parce que d'abord on se trouve au centre de la France et finalement la France elle-même au centre de l'Europe, donc positionnement géographique et stratégique très intéressant. Et puis Paris est une ville qui commande également beaucoup en Europe et qui a besoin d'être servie par plusieurs sites sur sa périphérie. D'accord, donc une position barycentrique, je sais que vous aimez bien ce terme, par rapport à la France et l'Europe, et évidemment une proximité client, pour rapprocher les stocks des clients, pour livrer plus vite, j'imagine. Absolument. Je parlais d'investissement, je vais vous poser la question, parce que si vous avez mis beaucoup d'argent, c'est que vous en gagnez aussi pas mal. Alors moi, j'ai des amis dans mon entourage qui ne commandent pas sur Amazon, parce qu'ils sont convaincus que vous ne payez pas vos impôts en France. Vous êtes pointé du doigt souvent pour ces raisons fiscales et c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, notamment auprès de vos détracteurs, concurrents, jaloux, etc. 40 secondes sur le sujet, ou moins si vous voulez, mais un petit éclairage. Alors, le petit éclairage est très très simple. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Je ne suis pas forcément le mieux placé pour répondre à cette question parce que je m'occupe vraiment de cette partie opération et c'est la présidence d'Amazon France Logistique. Mais pour répondre quand même à votre question, nous avons créé une succursale depuis 2015, une succursale d'Amazon EU SARL donc en France et l'ensemble des chiffres d'affaires, profits, taxes, charges sont comptabilisés en France s'agissant de l'activité de retail, donc localisée en France depuis 2015. C'est important aussi de le savoir. Donc vous payez vos impôts en France? Absolument. Donc vous gagnez beaucoup d'argent aussi? Alors ça, il faudra poser la question peut-être à Frédéric Duval qui s'occupe de la consolidation France et effectivement de ces déclarations au niveau France. Mais on paye effectivement nos impôts en France. D'accord, parce que je sais que la stratégie, vous m'avez parlé de stratégie quand on a préparé cet entretien, de stratégie long terme, que le profit n'était pas forcément un objectif immédiat. Je sais que vous êtes profitable aujourd'hui, c'est pour ça que j'avais besoin qu'on en parle, et puis votre stratégie fiscale aussi. Un point qui vous tient énormément à cœur, c'est la partie ressources humaines. Je sais que c'est important pour vous. Vous mettez souvent en avant Amazon, on met souvent en avant Amazon en tant qu'employeur, une entreprise qui recrute en CDI, vous l'avez dit, et puis j'imagine avec d'autres contrats. Vous avez énormément recruté ces dernières années, mais on vous critique quand même. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'ancienneté chez Amazon n'est pas très élevée, et on se demande pourquoi. Et quand on parle de vous, on évoque parfois des conditions de travail un peu compliquées, des cadences soutenues, un monitoring, un contrôle fort des cadences des salariés et de leur productivité. Ça, c'est la partie sur laquelle je voudrais juste vous entendre. Je sais que le plus important, moi, j'aimerais savoir comment vous gérez cette performance dans votre environnement de travail. Est-ce qu'on peut en parler déjà? Et ensuite, je vous laisserai vous exprimer sur votre stratégie en termes de recrutement. Comment vous recrutez? Comment vous attirez les meilleurs potentiels? Comment vous les formez, les développez? Et est-ce que vous gérez les carrières et les talents chez Amazon? Juste un point sur les conditions de travail et sur les sujets médiatiques. Et ensuite, sur le fond de la question RH, celui qui vous permet d'exister aujourd'hui en tant que super employeur, je dirais. Alors là, il y a des questions. Il y a des questions, mais vous avez 2-3 heures. Non, on va prendre le temps. Alors, on va prendre le temps. Vous êtes d'accord? Bon, tout le monde est d'accord pour rester. Et puis tout ce qui va se dire va rester entre nous. Personne ne va le répéter, ne vous inquiétez pas. C'est vrai. Alors d'abord, il n'y a pas de tabou chez Amazon et je pense que... Alors moi je suis arrivé chez Amazon il y a 4 ans et demi, on a commencé à vraiment ouvrir les sites depuis 3 ans et demi, 4 ans. Vous pouvez notamment aller sur Internet, taper Amazon Tour et vous pouvez vous inscrire et venir visiter les sites Amazon et je pense
très sincèrement que si finalement la meilleure réponse, c'est de venir visiter les sites Amazon. Tous les vendredis, vous avez un Amazon Tour en France avec un site qui ouvre ses portes. Vous allez partout, vous posez les questions à qui vous voulez, vous parlez à tous les associés, tous les managers, vous allez dans tous les recoins d'un centre de distribution et vous posez toutes les questions que vous voulez, intéressantes, embêtantes, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de tabou, on est complètement ouvert. Encore une fois, je vous encourage finalement à aller sur amazontour.fr et finalement, c'est là où vous allez, en venant nous voir, c'est là où vous allez voir vraiment la réalité et ce qu'est finalement le travail chez Amazon. Alors, nous, ce qu'on veut d'abord, c'est avoir un environnement de travail qui soit le meilleur possible. On veut des environnements de travail sûrs, motivants et agréables. Alors, sûr, parce que la sécurité pour nous, c'est déjà quelque chose de très important. Chaque réunion chez Amazon commence par un focus sécurité, pas 30 secondes. La moitié de la réunion souvent parle de sécurité et comment est-ce que nous allons encore améliorer l'environnement de travail, les conditions de travail, les sujets ergonomiques. Tenez, l'année dernière, nous avons investi plus de 2 millions d'euros à revoir nos organisations de poste pour les rendre encore plus ergonomiques. Et Dieu sait qu'en ergonomie, ça change souvent, mais on essaye toujours de se tenir à la pointe de dernières études ergonomiques. Et encore une fois, 2 millions d'euros investis dans ces études l'année dernière, des formations sur les gestes et postures pour s'assurer que nos collaborateurs travaillent dans des bonnes conditions. On parle des nouveaux sites. Nos sites sont des sites qui sont agréables. En logistique, c'est pas toujours le cas d'avoir toujours des entrepôts qui sont complètement climatisés. C'est notre cas. On parle également d'esprit d'équipe. Le have fun, c'est quelque chose, c'est l'ADN Amazon. On essaye d'agrémenter le quotidien avec des jeux. D'ailleurs, parfois, on peut être critiqué sur ces jeux, mais on essaye d'agrémenter le quotidien et pas simplement de venir simplement travailler. Je dis souvent aux collaborateurs, finalement, je suis très heureux si vous arrivez avec le sourire et que après votre journée de travail, vous repartez avec le sourire et un tout petit peu plus fatigué. Ça veut dire qu'on aura fait notre travail. D'accord, ok. Les conditions de travail, la sécurité, donc des points très importants. Les cadences, parler d'ergonomie, j'imagine que c'est pour évidemment assurer de bonnes conditions de travail auprès des salariés. C'est aussi pour augmenter la productivité ou c'est quelque chose qui est annexe, ou vous augmentez la productivité autrement aujourd'hui? Il n'y a pas de tabou là non plus. On prend généralement les cadences sur une moyenne basse de nos associés et on fait en sorte de pouvoir répondre à ces cadences. Je veux dire, toutes les sociétés du monde ont des cadences, ne serait-ce que on est en logistique, alors pour faire un CBN, un calcul des besoins nets, il faut bien qu'on mette quelques cadences quelque part. C'est le cas aussi d'Amazon. Donc on le fait avec des cadences, encore une fois, sur des moyennes basses. Et puis on essaye d'aider nos associés, effectivement, à répondre à ces cadences. On parle souvent de productivité chez Amazon. La productivité, et je pense que les professionnels ici le savent, c'est aussi parfois d'aller économiser des gestes et postures sur des tables de préparation de commandes, par exemple. Et vous allez gagner 1 seconde ou 2 secondes d'emballage, mais vous allez gagner également des gestes pour la société. Et finalement, c'est un gagnant-gagnant ou un win-win par rapport à cette approche. Je reviens sur l'aspect motivant chez Amazon. Vous savez que d'abord, nous sommes ouverts à toutes et à tous. Vous entrez chez Amazon sans condition de formation. On est vraiment ouvert à tout le monde, à tout âge. Il n'y a pas de critères pour sélectionner. Nos associés. Et vous avez, quand vous rentrez chez Amazon, un vrai parcours qui va vous permettre de devenir un pro de la logistique. Et au bout de 2 ans, vous allez avoir, alors que vous n'aviez pas de formation au départ, vous allez avoir finalement une rémunération qui est en salaire de base 23% au-dessus du SMIC. Aujourd'hui, vous rémunérez au-dessus de ce qui se fait sur le secteur? 23% au-dessus du SMIC, absolument. D'accord, ça c'est le salaire moyen. Au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans. Avec en plus une participation. Et en plus, donc il y a le 13e mois, etc. Mais vous avez également cette partie RSU, cette partie action gratuite. C'est pour ça qu'on les appelle des associés, puisque quand vous rentrez chez Amazon, on vous donne également des actions Amazon et on vous en donne tous les ans. Ça veut dire, quand vous êtes en CDI chez Amazon, j'imagine que c'est pour les CDI,
On vous donne des actions gratuites tous les ans. On vous donne des actions gratuites tous les ans. D'accord. Et puis, vous pouvez aujourd'hui les vendre au bout de 2 ans. Précédemment, Ça, c'est la loi française. Voilà, c'est la loi française. Ouais. Alors, regardez l'action Amazon, mais finalement, quelqu'un qui a démarré chez nous il y a 10 ans ou il y a 5 ans et qui avait 2 ou 3 actions, on donne à peu près l'équivalent de 1 500 € d'actions tous les ans. Donc, des associés qui ont eu des actions il y a maintenant 3 ou 4 ans. Regardez ce que ça donne 3 ou 4 ans plus tard. Dites-moi, alors si j'étais rentré chez Amazon... Finalement, cette action, elle a été multipliée par 3 sur les 3 ou 4 dernières années. Donc, c'est plus qu'un 13e mois, si vous voulez. Donc, c'est quelque chose qui est également intéressant. Donc, on essaye d'être également motivant sur la rémunération envers nos associés. D'accord, ok. Et donc j'imagine que l'ancienneté, c'est aussi la moyenne de l'âge de l'entrée et plus vous aurez de sites, évidemment, plus la moyenne baisse, j'imagine. Est-ce que c'est ça l'école Amazon? Moi, j'ai entendu parler de l'école Amazon. Je sais que vous y tenez énormément. Est-ce que c'est tout ce que vous venez d'expliquer? Est-ce qu'il y a encore autre chose à découvrir par rapport à ça? Comment vous attirez les gens? J'imagine qu'il y a toute cette présentation auprès des salariés, du coup, qui fidélisent. Vous ne recrutez qu'avec aucune condition, pas forcément de diplôme. Je crois que vous êtes allé même très loin en termes de... On peut en parler parce que je suis au courant en termes même de réinsertion. Je sais que vous me l'avez confié lors d'un moment qu'on a passé ensemble. Alors, on ne communique pas beaucoup là-dessus, effectivement, mais on fait. Donc, on parle de réinsertion. Vous entendrez parler bientôt de nous sur la mission handicap. On essaye de vraiment se mettre sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Et moi, en tant que président, et on se connaît maintenant, on s'est vu 2-3 fois, et vous savez à quel point c'est important pour moi, cette valeur humaine, et finalement de rétablir aussi un petit peu cette vérité, et vraiment d'être orienté vers la société. Vous savez, tous les matins, les directeurs de chaque site partent avec leur équipe de direction faire ce qu'on appelle un Gemba Walk. Donc c'est le Gemba en japonais, là où se passe l'action, et on vient voir les associés. Et la première question qu'on passe aux associés, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour toi pour que finalement ton travail soit plus agréable et qu'on puisse régler certains problèmes que tu as eu ce matin, hier ou avant-hier. Et c'est vraiment cette orientation associée que je tiens à signaler ici. D'accord. Je crois que vous avez d'ailleurs développé par la communication et le dialogue avec vos équipes ce que j'appelle moi l'innovation participative. C'est-à-dire que certains des process qui sont en place aujourd'hui chez Amazon ont été au départ initiés par des idées des salariés. Est-ce que vous me confirmez? Est-ce que vous avez un exemple par rapport à ça? Oui, on peut citer quelques exemples. Alors, on parle souvent de Kaizen Group. Ici, pas de révolution. On vient tous un peu parfois du Toyota Production System, et Amazon s'en est complètement inspiré. Ce n'est pas pour rien que beaucoup des managers Amazon viennent aussi de l'industrie automobile. Mais effectivement, lors de ces Kaizen Group, il y a une dizaine d'années, nous avons développé sur une idée d'un associé une machine de scotch automatique. Alors, on va parler aussi de productivité ici, mais vraiment c'est pour le bien de l'associé. Imaginez tous ces associés qui ferment leur emballage avec du scotch, avec ces rouleaux de scotch qui blessent, qui sont finalement pas très faciles à manier. Nous avons développé avec ces associés une machine de scotchage automatique. Vous appuyez simplement sur le bouton, elle est reliée finalement au soft qui reconnaît l'article et gère la commande. Et ce scotch finalement arrive exactement à la longueur. Vous n'avez plus qu'à le positionner sur l'emballage et livrer le client. Ouais, on a une vidéo là-dessus, on a une vidéo sur ce sujet, donc c'est une forme d'innovation. L'innovation, c'est un mot qui revient très souvent lorsqu'on parle d'Amazon, et c'est en ça aussi que vous faites beaucoup de buzz, mais j'imagine que c'était un sujet très important pour vous. C'est une véritable stratégie, c'est pas au hasard. Et on entend parler de tout type de projets. On voit des choses réalistes, on voit des choses fantaisistes, et moi-même quand j'interviens lors de conférences, j'ai chaque fois une question sur les drones d'Amazon, et chaque fois je réponds à la même question et à la même réponse pour une fois, et j'ai la chance de pouvoir vous la poser à vous. Alors les drones, en plus des autres innovations, on va y venir juste après, bien sûr. Les drones, d'abord, est-ce que c'est une info ou une intox? C'est complètement une info. Nous avons créé le centre de recherche
sur les drones en France à Clichy il y a maintenant 1 an. Et donc le but du jeu est là de créer ce logiciel qui va permettre de gérer cette circulation aérienne. Donc ça mettra certainement un petit peu de temps, mais c'est vraiment de l'info. Vous avez ces centres de recherche dans divers pays qui ont également démarré. Nous livrons quelques clients déjà en drone aux États-Unis, mais en France, c'est vraiment de l'info avec ce centre de recherche qui a été créé il y a maintenant 1 an. Donc un centre de recherche à Clichy, donc de l'investissement, avec des choses qui vont sortir bientôt ou pas? Ah ben ça on verra. On va voir comment est-ce qu'effectivement cette recherche avance. Et puis il y a un problème de législation, régulation également. Et donc ça fait partie de l'ensemble de ce projet. Donc c'est pas tout de suite pour demain, mais on est en train d'y travailler. D'accord. Est-ce que vos barrières sont plus technologiques ou sont plus réglementaires aujourd'hui? Un petit peu des deux. Je pense que tout à l'heure on parlera de robotique. C'est un petit peu dans la même veine avec une complexité en plus. Vous savez, Robotics, nous avons acquis cette société Kiva à l'époque en 2012 et finalement les premiers sites Robotics ont été mis en œuvre en 2015. Donc vous voyez, de temps en temps on a besoin de maturer quelques technologies avant de les lancer. D'accord. En tout cas, le drone sert à faire beaucoup de buzz. En Oui, entendant de voler, ça anime les communiqués de presse et tout ce qui va avec. Mais pas que c'est chez très Amazon bien. d'ailleurs. Non, mais ça reflète bien cette image d'innovation. Après, je vous dis, on ne sait pas. On ne sait pas et on se pose la question. En revanche, Alexa, le Dash Button, la solution OneClick en son temps qui était extrêmement révolutionnaire, que certains autres sites essayent de reprendre, ça ce sont des innovations concrètes qui fonctionnent aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler de la stratégie d'innovation chez Amazon aujourd'hui? En quoi ça consiste? Pourquoi toujours en vouloir plus? J'imagine que c'est pour rester leader, mais quand même c'est important. Stratégie d'innovation avec quelques exemples. On va regarder une vidéo après et je la lancerai, mais la stratégie d'Amazon par rapport à ça, Amazon Robotics, super important parce que Bretigny-sur-Orge, et vous avez communiqué récemment dans la presse sur la part importante que va prendre Amazon Robotics, donc ex-Kiva, pour la préparation de commandes. On va y venir, c'est un sujet passionnant, mais l'innovation en général. Alors, tout à l'heure, déjà, vous avez introduit la discussion tout à l'heure en parlant de guerrier. Alors, je vais vous reprendre un petit peu. Guerrière. Voilà, ou de guerrière Amazon. On n'a pas tout à fait cette approche et on n'est pas comme ça. On part du client et on travaille pour que l'offre client soit la meilleure possible et que la vie du client soit la plus simple possible. On ne regarde pas trop la concurrence, on n'est pas guerrier ou guerrière de ce point de vue-là. On est plutôt en train de se demander qu'est-ce que veut finalement le client? Où est-ce que le client veut que Amazon aille? Et on va essayer de définir ses besoins. Vous savez, on est un vrai capteur de tendance aujourd'hui. On a 310 millions de clients actifs dans le monde. Donc on capte les tendances et on sait peut-être anticiper les besoins du client. Et c'est plutôt notre approche. Commencer par le client et travailler à rebours ou start with the customers and work backwards. C'est les mots de Jeff Bezos, c'est l'ADN de l'entreprise, démarrer avec le client et faire en sorte que la vie du client soit la plus simple possible. C'est ça le cœur de notre innovation. C'est ça le cœur de votre innovation. Les projets marchent tous, non? Vous avez eu quelques échecs? Le Fire Phone, là, j'y pense. Oui, on va. Vous avez pris quelques. C'est rare, mais on prend quelques gadins quand même des fois. Donc effectivement, je ne sais même pas si tout le monde le sait, mais on a essayé de lancer un téléphone il y a quelques années, ça n'a pas marché. Bon, voilà. Alors on va essayer de mieux fonctionner sur Amazon Robotics. Oui. Et là, on revient sur la logistique avec ce site de Bretigny-sur-Orge qui va être lancé. Amazon Robotics en Europe, ça a été lancé depuis 2015 avec quelques sites qui ont été déjà lancés. On est le 6e pays à lancer finalement Robotics. On n'est pas les premiers, donc on est à peu près sûr que ça marche très bien. Oui. Et notre prochain site, ce sera un site Amazon Robotics. D'accord, juste pour l'anecdote, pour revenir sur le téléphone, donc Apple vous doit beaucoup par rapport à ça, puisqu'il vous leur avait laissé la place. Je sais que vous n'aimez pas être comparé, on vous ajoute dans les GAFA, là, ce terme un peu simplifié, quoi. GAFA, Google, Amazon, Facebook, et le dernier, Apple, pardon, merci. Vous n'aimez pas être quand on parle de GAFA, c'est issu de nos discussions off.
Ouais, non, je vais vous donner 2 chiffres. Enfin, on va parler en chiffres. Amazon, on l'a dit tout à l'heure, c'est 560 000 collaborateurs dans le monde. Donc il y a de l'humain derrière tout ça. Amazon en France, c'est 5500 CDI, 2000 de plus cette année. Donc on va finir l'année à 7500 CDI. Et puis on double à peu près nos effectifs sur les périodes de novembre et décembre. Donc vraiment, il y a des femmes et des hommes derrière tout ça. Donc on est un petit peu en marge par rapport à votre expression, mais on valorise vraiment l'humain chez nous. Donc c'est la place de l'humain où il y a beaucoup moins de monde chez les autres, en fait, c'est ça. Ouais, c'est moi qui le dira. Ok. Alors, on parlait d'Amazon Robotics, on va reprendre sur le sujet. Je vais vous passer une vidéo que je vous laisse commenter, si vous voulez vous lever. Renance, donc c'est une vidéo qui a été réalisée par Time en son temps. Et je voudrais Amazon avoir vos commentaires. Donc c'est le parcours d'un produit chez Amazon, on va le voir. La vidéo s'appelle Teddy Bear. C'est ça, donc ce que vous avez vu juste à l'instant, c'est la réception des articles qui viennent donc de nos fournisseurs, que nous appelons d'ailleurs aussi clients. C'est l'occasion de le dire, puisque nous travaillons avec 10 000 TPE et PME françaises qui soit utilisent les services logistiques Amazon sur la marketplace, soit viennent stocker leurs articles directement dans les centres de distribution. Et là, donc, le Teddy Bear est effectivement un article qui nous est livré par un fournisseur. Donc, il vient d'être réceptionné et placé dans un des meubles que Amazon Robotics, donc la petite tortue là, c'est ça, robot? C'est ça. Alors, on va venir chercher. Une petite remarque, à ce moment-là, on n'est pas encore en flux tiré, si vous voulez. On va aller vraiment stocker les articles. On inverse un petit peu la logique par rapport à la logique automobile, où on essaye de réduire le temps de passage dans nos centres de distribution. Nous, chez Amazon, on essaye d'avoir la sélection la plus grande possible. D'accord, donc là, juste pour expliquer, le robot va chercher l'étagère. En fait, c'est ça la révolution. C'est que c'est plus man to good, mais good to man. C'est le produit qui vient à l'opérateur grâce à ce robot. Absolument, la commande tombe. À partir du moment où la commande tombe, ou la commande multi, c'est-à-dire plusieurs articles dans un paquet, il va y avoir un appel de l'étagère. Vous voyez, le Teddy Bear a été commandé, l'étagère en question a été appelée, elle a été donc véhiculée par ce petit robot autonome, qui est donc le Good to Man, qui vient amener cet article donc à l'opérateur, à l'associate, qui va commencer à le piquer, le prélever sur cette étagère, on vient de le voir, et qui maintenant va l'amener au travers de convoyeurs vers une zone de préparation de commande avant d'être expédié au client. D'accord, donc là on imagine que c'est un papa qui a commandé ça pour son fils, et un seul article, le colis est emballé avec soin, la scotcheuse automatique dont on parlait tout à l'heure. Voilà, une simple touche et le scotch sort exactement à la bonne longueur. L'impression de l'étiquette transport qui se fait suite à la lecture scan qui a identifié la commande, et le colis file très vite, donc on ne court pas chez Amazon, c'est le colis qui va vite. Voilà, c'est ça. J'avais souvent, je disais, et je le dis toujours un petit peu, ce ne sont pas les gens qui vont vite, c'est les colis qui vont vite. C'est très important. C'est pas parce qu'on livre vite chez Amazon et qu'on a des temps de défilement sur les centres de distribution que les gens vont très vite. En fait, nous essayons d'optimiser nos process et de les enchevêtrer. À partir du moment où la commande tombe, il y a zéro stock. Il n'y a pas de buffer. On fait en sorte qu'on soit vraiment là en flux tiré. On va vraiment à une allure plutôt basse, mais en fait on maîtrise ce process et on rend cette chaîne logistique à l'intérieur du centre de distribution, on rend cette chaîne complètement fluide, et encore une fois ce sont les articles qui vont vite, pas les gens. Pas les gens, et donc pénibilité décélérée, pas de stress, évidemment moins d'erreurs de préparation et une efficacité mesurée justement par ces temps de préparation de commande courts et le robot qui vient aider l'homme toujours présent. Ces robots-là, ils ont quelle vocation? Je sais que Bretigny-sur-Orge, c'est important, on va être équipé, alors majoritairement, je ne sais pas, peut-être c'est 50% de la surface qui va être équipée par ce type d'installation, parce que plus il y a de robots, enfin plus il y a de commandes, j'imagine, et plus il y a de robots, mais vous n'éliminez pas l'homme de la préparation, puisque plus il y a de commandes, et plus il faut aussi de gens pour faire le picking et la réception. Alors absolument. Donc
Brétigny-sur-Orge, c'était une surface développée de 142 000 m². C'est un site un peu innovant en France, puisque c'est un site sur 3 étages. Et donc, nous allons avoir pour la partie stockage et la partie prélèvement des articles uniquement des robots. C'est-à-dire que nous gardons effectivement l'ensemble de nos collaborateurs pour la réception, pour le picking, c'est-à-dire le prélèvement des articles et la préparation de commandes. Mais pour tout ce qui est déplacement dans le centre de distribution, c'est effectivement assuré par ces 2000 petits robots qui vont discuter entre eux. C'est finalement là qu'est l'innovation. Vous savez, moi j'étais dans l'automobile il y a déjà une vingtaine d'années, et déjà les AGV et les petites tortues, puisque vous l'avez appelé tortue, les petites tortues autonomes, on en avait déjà à l'époque dans l'industrie automobile. L'innovation, c'est vraiment de savoir faire discuter ces 2000 petits robots ensemble et de pouvoir faire une sorte d'ordonnancement de l'ensemble de ces robots. C'est plutôt ici que se trouve l'innovation. Ensuite, sur l'associate, vous avez dans un fulfillment center, un centre de distribution, vous avez plus de 50 métiers différents, et finalement on va continuer à faire confiance absolument à l'associate qui va avoir des activités de valeur un peu plus ajoutées finalement, de contrôle et de s'assurer qu'effectivement le flux va être complètement sous contrôle et rapide par rapport à la commande client. Et puis on crée également des nouveaux métiers de l'IT, de la maintenance, puisque ces robots, on me dit souvent, ces robots-là, ils tombent pas malades. Si, ils tombent aussi malades, ils tombent aussi en panne, et il faut aussi des nouveaux métiers pour pouvoir s'en occuper. D'accord, donc on peut dire que l'augmentation de la robotique chez vous crée plus d'emplois qu'il n'en détruit finalement, parce que c'est vraiment une idée reçue. Finalement, vous savez, l'année dernière, on avait créé 1500 CDI en France. Cette année, nous allons en créer 2000. C'est vrai aussi au niveau européen, puisque on va passer on est aujourd'hui à 65 000. On avait créé 10 000 emplois long terme il y a 2 ans. On en a créé 15 000 l'année dernière. Donc, bien que nous investissions sur ces solutions robots, on continue effectivement à développer ces emplois en CDI. L'intérêt du robot, c'est de rendre finalement ces surfaces de stockage un peu plus efficaces, puisque vous allez supprimer les allées. Quand vous alliez stocker ou prélever votre article, vous aviez besoin d'aller pour aller effectivement laisser les collaborateurs, les associés, aller stocker ou prélever les articles. Aujourd'hui, c'est un espèce de jeu de taquin. Vous avez supprimé les allées, et quand vous appelez une armoire, finalement, il y a une espèce de balai de robot, et vous avez cette étagère, la bonne étagère, qui finalement sort de ce jeu de taquin et qui vient se présenter en good to man, donc au préparateur de commandes. Absolument, d'accord. Donc plus d'efficacité, c'est ça, plus de praticité, moins de pénibilité, plus d'efficience. Les colis qui sont préparés dans les entrepôts, vous les remettez à des transporteurs aujourd'hui, on est d'accord, et à vos propres équipes, si j'ai bien compris. Moi, j'aimerais qu'on fasse un point sur vos offres de livraison, parce que s'il y a bien un secteur sur lequel vous avez fait bouger les choses en e-commerce, c'est la livraison. Juste pour rappel, il y a encore quelques temps, et tout le monde s'était accordé pour considérer la livraison en J+2 comme le standard du marché. C'est le J+2, c'est le standard Colissimo, par exemple. Et vous, ça ne vous suffisait pas. Vous avez créé l'offre Prime, qui permet à vos clients, contre 49 € par an, de recevoir leur colis sans frais de port, mais aussi le lendemain, avec des commandes tardives. C'est-à-dire on n'est même pas en J+1, on peut passer une commande à 17h et recevoir son colis à 9h, donc on est en H+15. Et vous avez complètement regardisé le J+2, soyons clairs. Vous avez foncé tout droit et vous ne vous êtes pas arrêté là, et puis on est près de Paris ici, vous avez en plus créé l'offre Prime Now, où à partir d'un site situé ici, là c'est plus en H+15 qu'on reçoit le colis, mais en H+2 ou en H+4. J'imagine que ça, c'est le fruit d'une grande réflexion. Le J+1, voilà, c'est devenu le standard, bravo, parce que quand on est Prime, très vite, on devient addict, et je suis le mieux placé pour en parler, pour passer pas mal de commandes sur Amazon. Et en plus, on reçoit très souvent le colis en main propre, parce qu'on connaît de mieux en mieux son livreur, qui, à force de passer, évidemment, connaît vos horaires et vos contraintes. Ça, c'est une super stratégie qui a créé un vrai désordre par rapport à vos concurrents, soyons clairs, qui a créé aussi un vrai désordre par rapport au retail, parce que quand on passe une commande lundi, et qu'on reçoit le colis mardi, on ne va plus en magasin le mardi.
J'aimerais connaître votre stratégie de fond par rapport à la livraison, cette volonté d'aller tout droit, de créer un vrai sillage dans lequel peu s'engouffrent. Aujourd'hui, c'est compliqué de faire ce que vous faites, ça coûte cher. Moi, je vous salue pour la prouesse, mais c'est quoi votre stratégie? Et avant cela, on va regarder, ça vous laissera le temps de réfléchir, une vidéo sur l'offre Prime Now pour bien comprendre ce dont il s'agit. On peut même monter le son si vous voulez. Take the highs and lows with a smile. We sing forever free from here. So here we go. We'll take the highs and lows with a smile. We sing forever free from here. Alors là, on envoie des choses nouvelles. Oui, alors pour revenir sur l'offre, effectivement, plusieurs déclinaisons. Je vais le prendre toujours dans le sens du client. Prime Now, donc effectivement, on livre H+1 heure sur Paris, 30 000... H+2, H+3 aussi. H+1, H+2 et H+3 si vous voulez, mais également H+1 si on le souhaite. 30 000 références. Vous avez montré des choses dans la vidéo, des choses qu'on ne sait pas faire. On s'allie forcément avec des partenaires, avec Fauchon, avec Bio C'est Bon. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas faire et on offre cette possibilité logistique pour aller finalement vendre des produits. Puis là, on est en train de parler de produits alimentaires. On est en France, finalement, d'être un petit peu ambassadeur de la bonne bouffe française. Finalement, c'est pas une mauvaise idée. Et puis, vous avez également, au travers de Prime, effectivement, la livraison le soir même. Hein, vous pouvez, quand vous êtes sur Paris, Marseille, Aix-en-Provence, vous pouvez commander le dimanche après-midi dans le canapé et être livré le dimanche soir. Du same day, ce qu'on appelle le same day, jour même. Le same day, le jour même. Et puis, effectivement, on a essayé de rendre la livraison à J+1. On essaye de rendre cette livraison comme étant effectivement la norme. Et encore une fois, la place stratégique de la France est très très importante ici, puisque évidemment, comme on se place au centre de cette logistique Amazon européenne, d'être au barycentre et de pouvoir être le point névralgique de l'ensemble des flux est très importante. Donc, effectivement, une offre variée. J'oubliais les lockers. Si vous allez dans les... En termes d'innovation. Donc on a des lockers maintenant un petit peu partout. On a 230 villes équipées avec des lockers et on continue de plus en plus à se développer. On en parlera certainement dans les prochains mois. Donc voilà. Beaucoup encore d'innovation s'agissant de l'offre Amazon, beaucoup d'innovation à venir. On va revenir sur Prime, parce que moi, il y a deux choses qui m'étonnent. On vous a vu montrer une carte de France sur laquelle on a situé vos investissements. Notamment, il n'y a qu'un seul entrepôt Prime Now aujourd'hui en France. Hein. Il est à Paris, c'est ça. En revanche, ce qu'on voit dans la vidéo, c'est que vous n'utilisez pas seulement vos ressources internes, mais vous appuyez aussi sur les retailers. C'est-à-dire que vous faites du ship from store, ce que j'appelle moi du ship from store. C'est-à-dire qu'à partir d'une commande client, la commande n'est plus passée, n'est plus orientée dans un de vos centres logistiques, mais vers un magasin. Alors, ce sont des petits réseaux, hein, Fauchon, Bio C'est Bon et autres, donc j'imagine que c'est à l'état expérimental, et puis c'est très parisien, hein, ce sont des enseignes très parisiennes. Quelle est votre stratégie par rapport au retail? Par rapport, attention, au retail, en termes de points logistiques, partenaires logistiques, parce que se déployer sur la France avec des entrepôts en propre, surtout quand on veut livrer en 2 heures, j'imagine qu'il en faut pas mal, si on veut couvrir le territoire. Est-ce que s'appuyer sur une stratégie de développement, de préparation de commandes à partir des vendeurs et à partir des magasins n'est pas la stratégie sur laquelle vous allez vous diriger peut-être un peu plus fort pour couvrir l'ensemble du territoire?
Franck, je crois que vous êtes un des spécialistes français du e-logistique et vous êtes à la pointe et je crois que vous êtes devin et vous regardez dans la boule de cristal. Alors je ne vais pas pouvoir vous répondre, mais je vous laisse libre de vos propos. Et effectivement, si on veut livrer le client de plus en plus rapidement, la granularité est un point essentiel que nous sommes en train d'aborder. D'accord, donc j'ai pas raison, mais j'ai pas tort non plus, quoi. On verra dans quelques temps. D'accord, c'est important parce que en termes de, bon, on l'a vu, il est très franco-français ce clip, hein, il fait même plaisir à voir. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont Prime dans la salle aujourd'hui. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont Prime? Moi, je suis Prime, hein, donc voilà, il y en a plus que de gens qui commandent pas chez vous, mais c'est important parce que vous faites le tri, vous rapprochez discrètement du retail, de la distribution physique, hein. S'il y a bien une chose qui fait couler beaucoup d'encre, mais alors énormément, hein, je vais en parler maintenant, et ce sera une pré-conclusion par rapport à tout ça. L'année 2017 a été marquée chez Amazon par le rachat de Whole Food Market pour la somme de 13 milliards 7 de dollars aux États-Unis. Donc c'est une entrée fracassante dans le commerce physique pour Amazon. Et depuis, il ne se passe pas une journée ou une semaine sans que les rumeurs fusent dans tous les sens, avec un rapprochement avec Carrefour, après c'est Super U, Monoprix. Bon, voilà, il se passe des choses. Est-ce que vous avez une approche par rapport à ça? J'imagine que vous discutez, mais j'aimerais avoir votre vérité là-dessus, parce qu'on entend beaucoup trop de choses, et puis voilà. Alors sur cette vérité-là, je vais malheureusement rester un petit peu discret. Mais je vais aller dans votre sens. Le fait que Amazon rachète Whole Foods pour la somme que vous avez citée l'année dernière, c'est un tournant 13 majeur. milliards, hein, 13 milliards 7, près de Voilà. 14 milliards. Voilà, c'est un tournant majeur chez Amazon. De la même manière que quand nous avions acheté Kiva en 2012, c'est Robot. Il nous avait fallu quelques temps pour le digérer et finalement apporter cette solution à maturité. On verra ce que l'avenir nous dira pour l'organisation européenne et française. D'accord, mais c'est dans l'air du temps, on va dire. Whole Foods aux États-Unis, Ça, c'est un concret. un vrai tournant Ouais. et généralement les États-Unis font des choses en avance de phase sur les autres régions dans le monde. Ok, très bien. On arrive à la fin de cette entrevue. Après, on va passer le micro pour voir si vous avez des questions. Mais moi, j'ai une question très personnelle, un peu philosophique, je dois vous dire, parce que je me suis posé très souvent la question de votre relation entre Amazon et Internet. Je me suis demandé si finalement Internet était si important pour vous. Aujourd'hui, je vous considère vraiment comme un hyper distributeur, un hyper vendeur, une entreprise très orientée autour du client, mais je me demande si Internet n'est pas finalement un prétexte ou un outil. On ne sait pas, mais c'est une des réflexions que je mène. Et moi, j'avais une question à vous poser. Si on faisait un voyage dans le temps et on se retrouvait dans les années 60, en imaginant qu'Amazon ait vu le jour dans les années 60, au moment où la grande distribution a commencé, qu'est-ce qu'on aurait aujourd'hui, en 2018? Est-ce qu'on aurait un Amazon proche des grandes enseignes traditionnelles qu'on connaît ou pas? Voilà, j'aimerais avoir votre avis sur cette réflexion. Help. Je ne sais pas. Évidemment, on pourrait faire un petit brainstorming avec l'ensemble de l'Assemblée, effectivement, que vous nous donniez des idées, mais j'ai du mal à répondre à cette question. Tout ce que je sais, c'est qu'on serait l'entreprise qui aurait essayé de simplifier le rapport avec le client. On n'a pas peur de la complexité chez Amazon et on a, vous savez, des leadership principles qui nous permettent de définir un petit peu les méthodes Amazon. Et on a quelque chose qui s'appelle Invent and Simplify. Donc, tout le temps, dans chaque réunion, on va se poser... C'est la première société que je vois à vraiment mettre ces 14 leadership principles toujours au centre de chaque discussion. Le premier étant Customer Obsession. Mais ce Invent and Simplify, on se pose la question à chaque décision qu'on prend dans une réunion. Est-ce qu'on est en train de travailler pour le client à long terme? Est-ce qu'on est en train d'inventer quelque chose? Et est-ce qu'on a surtout un modèle simple? Scalable, simple, orienté client. Exactement. Donc quelque chose de simple, certainement complexe dans l'approche, qu'on va essayer de rendre simple. Et une fois qu'il est assez simple, on scale
et on le développe partout. Souvent, on a des pilotes, on a quelques pilotes sur certains sujets aujourd'hui qui fonctionnent aux États-Unis, en Europe, également en France. Et puis, une fois qu'on aura amené ce pilote à maturité, on décidera de le scaler, de le mettre effectivement partout dans le monde, sur l'ensemble de nos 175 sites dans le monde. Et à ce moment-là, on va très, très, très vite. D'accord. Ronan Bollet, merci infiniment. Et merci pour cet éclarage. Et Merci bravo, Ronan, bravo. et merci aussi Merci. à notre expert, mais aussi un sacré animateur. Et je peux vous dire que c'est rarissime, un moment magique. Merci. Dans quelques instants, vos questions. Je crois qu'on peut applaudir et remercier nos deux intervenants, Franck Journeau, Ronan Bollet. Alors, je crois qu'il y a des hôtes, mais il y a beaucoup de monde. Je vais aussi jouer les hôtesses, un peu moins sexy, et c'est dans l'air du temps, et c'est tant mieux. Mesdames et messieurs, c'est l'heure des questions. Je crois que merci d'avoir aussi accepté de vous livrer à ce jeu des questions-réponses. Mesdames et messieurs, c'est parti. On va s'accorder, alors combien de temps? On s'accorde le temps que vous souhaitez, parce qu'on avait des rendez-vous, mais on Allez. les a annulés. Si vous voulez bien avoir la gentillesse de vous lever pour nos caméras et de vous présenter. Jusqu'à 15 questions. Madame? Thora Pavus, Iris Intercultural. Je voudrais savoir, dans la mesure où le lieu de travail en France est assez hiérarchisé par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, dans quelle mesure est-ce que vous estimez que l'innovation dont vous nous avez donné quelques exemples provient de cette façon que vous organisez le côté participatif, le côté associate qui est consulté. Dans quelle mesure est-ce que l'innovation viendrait de ce facteur? Merci beaucoup. Merci. C'est clair, la question est claire? Oui, la question est claire et peut-être je vais l'élargir un petit peu et je vais parler d'abord des... Alors, on a parlé beaucoup du client, je vais parler des associates si vous voulez. Vous savez comment est-ce que je me rends compte si un site fonctionne bien ou mal? Je ne regarde pas sa productivité, c'est pas ça que je regarde ce qu'on appelle l'Engagement Index. Donc j'essaye de savoir finalement quelle est la satisfaction de l'employé sur un site. On pose tous les jours des questions... À l'ensemble de nos associés, on pose une question par jour, des questions tout à fait basiques, de savoir comment est-ce qu'ils vont dans l'entreprise et finalement comment est-ce qu'ils vivent leur journée Amazon et leur monde Amazon. Et de ces questions, on essaye, donc c'est évidemment anonyme, hein, mais de ces questions, on obtient donc des tendances et on essaye toujours de s'améliorer. C'est très important parce que pour moi, c'est parce que vous avez des employés engagés, motivés, finalement heureux d'être au travail chez Amazon, que vous allez avoir cet engagement de la société et de l'employé et que vous allez avoir des nouvelles idées. Et je vous le dis tout de suite, les nouvelles idées, notamment sur nos process, elles viennent à 100% de nos associés, de la génération de leurs idées. Je disais tout à l'heure que chaque directeur de site va avec son équipe rencontrer des associés tous les matins. C'est là, lors de ce Gemba Walk, c'est là où on va voir l'associé sur son poste de travail, c'est là où on trouve les trésors, c'est là où on trouve les richesses et c'est là où on va générer finalement les projets de court terme, mais aussi les projets de long terme qui vont non seulement aller en direction de l'associé, mais qui vont surtout innover. Merci. Une autre question, il y en a beaucoup, je pense. Présentation. Bonjour, Laszlo Kiss, je travaille dans le dernier kilomètre. Avec le... Ici. Alors, Avec attendez. la livraison gratuite, vous avez fait une vraie innovation, mais qui a induit une perte de perception de valeur de la livraison. Alors moi, je vous pose une question. Comment concilier livraison gratuite et juste rémunération du transport et du transporteur? Merci. Alors, bon, c'est une question très vaste, un petit peu presque philosophique, peut-être difficile à répondre dans cette assemblée. Il faudrait presque qu'on passe un petit peu de temps ensemble. Nous, on ne voit pas les choses tout à fait comme ça. Si vous voulez,
cette opération de transport, elle fait partie du package Amazon. Et on le voit comme ça. Quand vous allez finalement acheter un article dans un brick and mortar ou un magasin physique, il y a eu aussi cette valeur transportation, dans cette valeur transport. Pour autant, quand vous achetez l'article, vous ne percevez pas non plus cette valeur transport. Pourtant, elle existe. C'est exactement la même chose pour nous. Finalement, on ne se pose pas la question de cette façon-là. Encore une fois, le client veut être livré chez lui rapidement. Aujourd'hui, le client veut être livré rapidement. Mais surtout, qu'on lui fasse une promesse et qu'on arrive à l'heure et qu'on respecte cette promesse. Finalement, c'est un débat marginal, si vous voulez. Nous, on va livrer le client et on va essayer de répondre à la demande du client. Et finalement, cette valeur transport aussi, quand vous allez dans un supermarché ou dans un magasin physique, elle existe, mais vous ne la voyez pas non plus. Finalement, on est en train de parler de la même chose. Merci. Une autre question. Autre question. Monsieur là-bas. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis là. Bon, merci d'abord pour votre présentation, très claire, très instructive. On a beaucoup parlé de la France, de l'Europe. On est allé un peu aux États-Unis. Moi, j'aimerais aller en Chine. Et savoir quel regard vous portez sur les grands acteurs du New Retail que sont Alibaba, Tencent et JD.com. Et en particulier leur stratégie de rapprochement avec les acteurs du retailer français qui sont Carrefour et Auchan, et là, par exemple la volonté d'Alibaba de s'implanter dans notre pays. Quel regard porte Amazon sur ces deux concurrents? Je ne sais pas comment vous appelez, monsieur, mais je vais énormément vous décevoir. Jean-Luc Théus, FM Logistique. Pardon. Enchanté. Ronan Bollet, Amazon. Je vais vous décevoir, en fait, on ne regarde pas ça. Finalement, j'ai pas réussi à vous convaincre pendant 1 heure. On a passé 1 heure ensemble. J'ai pas réussi à vous convaincre qu'on était complètement orienté client. Finalement, la concurrence, on regarde pas trop ça. Bien sûr, on entend beaucoup de choses sur Alibaba et autres, mais encore une fois, on essaye de voir où va aller le client. Et on se dit qu'à partir du moment où on innove et qu'on va là où le client veut qu'Amazon aille et qu'on délivre finalement ce qui est attendu par le client, on est dans le vrai. Et une chose qui est importante, et on n'a peut-être pas assez insisté là-dessus, on est très orienté long terme. Je prends un exemple. Sur nos chaînes de livraison, nous avons ce que nous appelons un SLAM. D'accord ? C'est un petit nom barbare. Scan, Label, Apply and Manifest. Donc c'est là où on met l'étiquette définitive. Vous savez que cette étiquette définitive, elle est calculée en fait quand vous passez votre commande, quand vous avez la petite roue qui tourne, on sait déjà quel site va vous livrer, et si éventuellement il va y avoir du transship, c'est-à-dire des échanges d'articles entre sites, si vous avez par exemple une commande multi, mais on sait déjà quel site final va vous livrer et on sait déjà dans quel camion ça va monter. Au moment où on fait le petit calcul et quand on vous fait la promesse, c'est vraiment une promesse en dur. On sait exactement comment ça va se passer. Imaginez que ça se passe mal ensuite dans l'exécution. Ça nous arrive aussi. Dans cette exécution, quand ça se passe mal, en fait, cet article ou ce colis, avec plusieurs articles, va se présenter au niveau de ce SLAM, là où l'étiquette finale, finalement, va être apposée. Il n'est pas du tout étonnant de voir que si on n'a pas très bien joué dans notre chaîne logistique en amont, cette étiquette, en fait, devienne différente par rapport à ce qui vous a été proposé. Parce qu'on va essayer de trouver finalement une chip méthode, un camion qui va aller plus vite et qui va arriver chez vous à temps par rapport à la promesse qu'on vous avait faite. Ce n'est pas le camion optimum d'un point de vue coût, mais c'est le camion optimum d'un point de vue logistique. Je pense que tant qu'on aura cette orientation client, on aura certainement cette petite longueur d'avance. Merci Ronan. Une autre question ici. Bonjour monsieur. Alors, Christophe Diblanc, monsieur à l'extérieur, vous présentez en... Christophe Diblanc, je travaille dans le dernier kilomètre. Ma question concerne le big data. Est-ce que Amazon utilise ou compte utiliser les données concernant les millions de consommateurs et les habitudes de consommation de ces mêmes consommateurs? Est-ce qu'il n'y a pas la matière également à la réalisation d'une nouvelle révolution en matière de e-commerce? Alors, réponse brève. Je ne suis peut-être pas forcément le plus grand technicien pour vous parler de Big Data, mais effectivement, on utilise
ce qu'on peut utiliser pour essayer de mieux connaître notre client. Je vous parlais tout à l'heure de 310 millions de comptes actifs. Quand on parle de comptes actifs chez Amazon, ce sont des gens des clients qui ont passé commande dans la dernière année. D'accord ? Donc c'est plus de 300 millions de clients connus, dont on connaît finalement aussi les habitudes et les intérêts. Effectivement, ce sont des données d'information qu'on peut utiliser pour un peu mieux cibler le client. Mais on peut se voir un petit peu après et je vous donnerai des gens qui savent encore mieux répondre que moi sur la question au sein d'Amazon si vous le souhaitez. Mais la réponse courte est oui. Encore 2 questions et on va Les 2 clôturer. dernières, une ici même. Bonjour, Pierre Lounet, je suis chercheur à l'IFSTAR, je viens de finir ma thèse sur les réseaux de messagerie et du coup je suis très intéressé par votre stratégie d'internalisation des opérations de transport. Et j'aimerais savoir, on voit que c'est que dans les grandes villes, il y a eu Lyon récemment, j'imagine il y a Bordeaux, Nantes ou Rennes qui vont suivre, mais est-ce que ça va concerner aussi les espaces ruraux ou uniquement les grandes métropoles? Ou alors est-ce que dans les espaces ruraux vous allez continuer avec du Colissimo Absolument, donc évidemment on va continuer à se développer. Je parlais tout à l'heure de granularité. C'est l'occasion aussi pour moi de saluer nos partenaires. Parce qu'on travaille avec Chronopost, La Poste, FedEx, etc. Ce sont des partenaires historiques avec qui on travaille et avec qui on va continuer à travailler. J'oublie toutes les sociétés de transport. On va continuer à travailler avec ces sociétés de transport. En fait, il faut voir aussi le développement Amazon comme étant le surplus par rapport à la croissance forte d'Amazon. C'est pas moi qui vous l'aurais dit, et puis on est entre nous. Donc, mais si vous faites les calculs sur la France et sur Amazon, on grandit d'à peu près 30% par an, et ça fait quelques années que ça dure. Peut-être un petit peu moins, allez, 28%. Ça fait quelques années que ça dure. C'est très dur de soutenir cette croissance tous les ans, aussi pour nos partenaires. Donc finalement, on est obligé, nous, de venir également avec une solution de complément, mais on continue absolument à travailler avec nos partenaires historiques. Et on les salue d'ailleurs, et on est très heureux de cette collaboration. Dernière question et Allez. après on va clôturer. Monsieur. Oui, bonjour, Paul Montagne. Je fais du temps partagé de main-d'œuvre. Et vous parliez tout à l'heure du fait que vous faisiez beaucoup de CDI. Et je voulais savoir comment vous arriviez à fidéliser du personnel sur vos pics d'activité. Et si du coup vous aviez un recours accru à l'intérim et comment vous arriviez à jouer là-dessus en fait. Oui, alors c'est une très très bonne question. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans votre secteur d'activité, notamment par rapport au CDI entre guillemets intérimaire. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Comment est-ce qu'on fidélise? En fait, on se pose le problème un peu différemment. Quand vous avez travaillé avec nous pendant un pic d'activité en novembre et décembre, puisque c'est plutôt là où vous avez la question, quand vous revenez en novembre ou décembre de l'année d'après, on reprend tout à zéro. Par contre, le but du jeu, c'est de développer nos process pour savoir apprendre nos métiers très rapidement. D'accord ? Donc, en pratiquement 4 semaines, vous travaillez comme un Amazonien normal, si vous voulez, et on a développé nos process pour qu'on soit plus efficace dans la transmission vers les nouveaux associés. Peut-être qu'on se croisera et que vous regarderez nos méthodes. On essaye de vraiment cibler un seul métier au départ et on rend les gens polyvalents, mais après le 2e mois. Hein. Donc on a vraiment tout un process. Ce serait intéressant que vous puissiez le découvrir. Et évidemment, on travaille beaucoup avec les agences d'intérim également. Voilà, Allez, pour ne question. frustrer le moins de monde, une toute dernière rapidement et peut-être également une réponse rapide. Bonjour, Maxime Asselin, Société Kangourou Vert sur Orléans. On traite entre 2 et 3 000 colis indirectement pour vous. J'aurais voulu savoir comment vous choisissez vos transporteurs à la sortie du dépôt d'Amazon. Et comment ça se passe, les 2000 ou 3000 colis avec nous? Ça se passe bien? Plutôt pas mal, ouais. C'est plutôt pas mal. Je vais vous répondre en inversant la question. Je vais vous prendre l'exemple d'Amiens cette année. Cette année, à Amiens, on ne trouvait plus de transport logistique au mois de décembre. Donc, quand on dit comment est-ce qu'on identifie, on identifie d'abord les ressources disponibles. C'est pour ça que je vous le prends dans ce sens-là. Souvent, quand on s'installe dans une région, on dit attention, en termes de logistique et comment est-ce qu'on va faire travailler les fournisseurs de solutions logistiques autour de nous. Attention, ça va vraiment se développer.
Et je prends l'exemple d'Amiens cette année où au mois de décembre, on n'arrivait plus à trouver de camions. Donc je vous prends le problème à l'inverse et j'ai envie de dire aux sociétés de transport qui se trouvent près de nos sites qu'effectivement on aime travailler localement et de développer nos relations de travail avec les transports locaux et il faut qu'on en trouve. Merci à tous. Merci Ronan Bollet pour cette magnifique intervention. Je remercie aussi Sylvie Valette de l'équipe de Ronan avec qui on a beaucoup travaillé, France Burnand et son équipe, l'équipe de France, j'ai envie de dire. Et moi je remercie Franck. Merci mesdames et messieurs, je crois qu'on peut vraiment Merci vous applaudir. Messieurs, vous revenez quand vous voulez, vous êtes à la SITL Europe chez vous. Et merci pour ce partage et vraiment cet esprit collaboratif. De nombreux temps forts vous attendent. Le Smart Hub, au fond, vous avez 30 démos innovantes pour imaginer le futur de la logistique. Et puis tout l'écosystème logistique européen à quelques dizaines de mètres. À tout à l'heure. Au revoir.